loyauté, ambition et puis identité nationale. Dans le foot de très haut niveau, c'est un cocktail qui est souvent explosif. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un dilemme qui secoue très régulièrement le football sénégalais. Celui des joueurs binationaux. Ces jeunes talents formés en Europe qui, au début de leur carrière, ils rêvent des Bleus et hésitent un peu à dire oui aux Lions de la Teranga. C'est un débat passionnel, hein, un vrai classique qui revient à chaque nouvelle génération en fait. Mais derrière cette passion, il y a une question de fond qui est, je trouve, absolument fascinante. C'est comment on concilie l'ambition dévorante d'un jeune athlète avec le patriotisme que tout un pays attend de lui. Et la vraie question, celle qui est en filigrane, c'est est-ce qu'il y a une place pour une seconde chance, pour le pardon ? Exactement, c'est là-dessus qu'on va se pencher. On va partir de cas très concrets qui font l'actu en ce moment. Et puis, on va remonter le temps pour découvrir une histoire que beaucoup de gens ont oubliée, mais qui en fait change absolument tout. L'objectif, c'est de comprendre cette mécanique complexe et de voir quel chemin se dessine pour l'avenir des Lions. Alors, on commence par le présent. Le débat, il est complètement relancé par 3 noms qui circulent avec insistance. D'abord, Malang Sarr, 26 ans, défenseur central à Lens, un joueur solide, mais on parle surtout d'Andy Diouf, 22 ans, qui est en train de s'imposer à l'Inter de Milan, un profil technique, puissant. Oui, et il ne faut pas oublier le plus jeune, le petit phénomène, Robinho Vaz, 18 ans à peine, du côté de l'AS Romain. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne parle pas de joueurs de complément là. On parle de potentiels futurs cadres, des joueurs qui pourraient être les piliers de la sélection pour les 10 prochaines années. Et tous les 3, à un moment, ont montré des réticences à rejoindre le Sénégal. Et la réaction immédiate de beaucoup de supporters, c'est la déception, voire la colère. On entend des mots forts, comme trahison. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. L'erreur, ce serait peut-être de leur faire un mauvais procès, de les voir tout de suite comme des traîtres. Il faut essayer de se mettre à leur place un instant. Un gamin de 18 ans comme Vaz, ou même Diouf à 22 ans, il est au début d'un truc immense. Il est entouré d'agents, de conseillers. Son club a des intérêts. Et la France, championne du monde, avec sa puissance médiatique, financière, ça représente une voie royale. C'est la promesse du plus haut niveau, c'est clair, des plus gros sponsors, une visibilité maximale. Choisir sa sélection à cet âge, ce n'est pas juste un choix de cœur, c'est une décision stratégique qui peut définir toute une carrière. Absolument. Bon, on pourrait appeler ça une erreur de jeunesse, un mauvais calcul, peut-être même une forme d'arrogance chez certains. Mais est-ce que c'est un reniement définitif de ses racines ? C'est ça, la vraie question. Leur hésitation, ce n'est pas forcément une trahison de leur identité sénégalaise. C'est peut-être juste le reflet d'une ambition professionnelle dans un système ultra compétitif. Avant de juger, il faut vraiment contextualiser la pression qu'ils ont sur les épaules à ce moment-là. On pourrait croire que c'est un problème très moderne, ça, lié à la mondialisation du foot, à tous ces binationaux. Mais ce qui est dingue, c'est que la clé pour comprendre la situation d'aujourd'hui, elle se trouve en réalité plus de 20 ans en arrière, avec une histoire que beaucoup ont oubliée et qui concerne une véritable légende. Ah oui, une histoire qui est sans doute l'exemple le plus frappant de toute cette problématique. On est à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. La sélection sénégalaise appelle ses meilleurs joueurs. Et l'un d'entre eux, un milieu de terrain très prometteur du Paris Saint-Germain, refuse la sélection. Son nom, Aliou Cissé. Attendez, Aliou Cissé, le sélectionneur champion d'Afrique, le capitaine emblématique de 2002, le symbole même de la Grinta, c'est un détail que j'avais complètement zappé. Et c'est fondamental. C'est le détail qui change tout. La raison de son refus, à l'époque, elle est simple et elle est au cœur de notre sujet. Il avait les yeux rivés sur l'équipe de France. Il espérait être appelé par les Bleus, qui étaient alors champions du monde et d'Europe. L'homme qui incarne aujourd'hui la fibre patriotique a donc lui-même, à un moment de sa carrière, fait un choix dicté par l'ambition de jouer pour une autre nation. Ah oui, là ça change complètement la perspective. Ça veut dire que le chemin vers le maillot des Lions n'a pas toujours été une évidence, même pour celui qui en est devenu le plus grand gardien en quelque sorte. Et ce n'était pas un cas isolé, loin de là. Pour bien comprendre l'atmosphère de l'époque, il faut savoir qu'une autre future icône du foot sénégalais, le jeune et virevoltant El Hadji Ousseynou Diouf, aurait eu exactement la même posture. Lui aussi, il espérait un appel de la France. Il n'était pas très chaud à l'idée de rejoindre la sélection pour cette CAN 2000. On parle donc d'une véritable tendance de fond à l'époque. Ce n'était pas juste une décision individuelle. Non, c'était un phénomène qui touchait les plus grands talents sénégalais qui évoluaient en France. Le rêve bleu était extrêmement puissant. Mais
pour être tout à fait juste, il faut aussi mentionner l'exception qui confirme la règle. Dans ce contexte où les futures stars hésitaient, il y a un joueur qui a dit oui sans détour, un certain Khalidou Fadiga. Le magicien Fadiga, le pied gauche de la génération 2002. Lui-même, on le présente comme le seul binational majeur à avoir répondu favorablement à l'appel pour cette CAN 2000. Son choix, si on le replace dans le contexte des refus de Cissé et Diouf, il prend une dimension encore plus forte. Il a fait un pari sur le Sénégal à un moment où, franchement, ce n'était pas le choix le plus évident ou le plus glamour. Ce précédent de 2000 est donc une pièce maîtresse. Vraiment. Ça montre que l'hésitation, ce n'est pas nouveau, que ça a touché les plus grands. Et surtout, qu'un refus au début n'empêche pas de devenir une icône absolue du pays. Exactement. Et ça nous ramène directement à aujourd'hui, et au cœur de l'argument en faveur du pardon. La question posée, c'est si le pays a pu pardonner à Aliou Cissé, qui est devenu son plus grand serviteur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer l'éponge sur ce qui est vu comme une erreur de jeunesse pour les Malang Sarr ou Andy Diouf? La question est redoutable de logique, c'est vrai. D'autant qu'il y a des exemples plus récents qui vont dans ce sens. On a vu Habib Diarra, qui a longtemps joué avec les équipes de France de jeunes, finalement opté pour le Sénégal. Et puis on a surtout des champions d'Afrique en 2022 qui n'ont pas eu un parcours linéaire non plus. Prenons deux cas emblématiques de cette équipe championne, Nampalys Mendy et Bouna Sarr. Mendy, par exemple, il a attendu d'avoir 28 ans pour honorer sa première sélection. Il avait représenté la France dans toutes les catégories de jeunes, des U17 aux espoirs. Pourtant, il a été absolument essentiel dans la conquête du titre en 2022. Un vrai pilier, le métronome du milieu. Personne aujourd'hui ne remet en question son engagement. C'est vrai, son tournoi avait été exceptionnel. Et ça prouve bien une chose, la maturité d'un joueur, ça peut aussi être la maturité de son choix de sélection. Un choix fait à 28 ans est parfois plus réfléchi, plus définitif qu'un choix fait sous pression à 19 ans. L'idée, ce n'est pas de minimiser la déception que leur hésitation a pu causer, c'est de la recontextualiser. Ces jeunes ne sont pas moins sénégalais que leurs parents, leur identité, elle est là, elle est profonde. L'idée, ce serait donc de dissocier l'identité, qui est un héritage, d'une décision de carrière qui, elle, peut être faillible. C'est tout à fait ça. Une décision prise dans le tumulte du début de carrière, influencée par l'entourage, par la perspective de la gloire européenne, ce n'est pas forcément un choix identitaire irrévocable. C'est peut-être un mauvais calcul, une bêtise, comme le dit le texte, mais pas un reniement de soi. Et du coup, le pardon devient non seulement un acte de générosité, mais aussi un acte d'intelligence stratégique. Mais alors, si on va au-delà de la philosophie sur le pardon et l'identité, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour l'équipe du Sénégal? Quel est le message pour l'avenir? Le message, il est éminemment pragmatique. Si on accepte l'idée que ces joueurs peuvent faire des erreurs et changer d'avis, en s'appuyant sur l'exemple ultime d'Aliou Cissé, alors la question n'est plus « faut-il leur pardonner ?», mais plutôt « avons-nous les moyens de nous passer d'eux ?» La réponse semble assez évidente quand on parle d'un joueur qui est titulaire à l'Inter Milan. Et c'est là toute la vision stratégique. Pour continuer à trôner sur le toit de l'Afrique et pour rêver plus grand au niveau mondial, le Sénégal a besoin de tous ses fils où qu'ils se trouvent. L'objectif suprême, la gloire de l'équipe nationale, doit transcender les rancœurs passées. Il faut savoir dépasser leurs bêtises, comme on disait, pour viser plus haut. Oui, mais je me mets à la place du supporter ou même d'un joueur qui a toujours dit oui, lui, qui n'a jamais hésité. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste d'accueillir à bras ouverts ceux qui ont d'abord snobé le maillot? N'est-ce pas envoyer un mauvais message à ceux qui ont été loyaux depuis le premier jour? C'est toute la tension. Et c'est une objection parfaitement légitime. Le risque de créer un sentiment d'injustice, il est réel. Mais la réalité du football mondial moderne, c'est une guerre des talents. C'est aussi simple que ça. La compétition est féroce. Et les nations qui réussissent, que ce soit en Afrique ou en Europe, ce sont celles qui ont une politique active, intelligente, pour intégrer et mobiliser leur diaspora. On le voit très bien avec le Maroc, l'Algérie et même la France avec ses joueurs d'origine multiple. Précisément. Se priver d'un talent comme Andy Diouf par pur principe, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied sur le plan sportif. L'intérêt supérieur de la nation, c'est d'avoir la meilleure équipe possible pour gagner. Et pour ça, il faut parfois savoir faire preuve de souplesse, ouvrir la porte à tous ses fils, même ceux qui se sont un peu égarés en chemin. C'est une vision stratégique tournée vers la victoire, même si elle peut heurter une vision plus puriste de la loyauté.
En résumé, donc, ce parcours nous a mené du débat très actuel autour de Sarr, Diouf et Vaz, à une plongée dans le passé avec ce précédent incroyable et fondateur d'Aliou Cissé en 2000. Ce cas historique, il nous montre que l'hésitation n'est pas une fatalité et qu'elle peut même précéder un destin de légende. Et tout ça, ça converge vers un plaidoyer puissant pour le pardon, mais surtout pour l'inclusion stratégique de tous les talents. L'idée maîtresse qui se dégage, c'est vraiment cette opposition entre deux visions, deux mondes. D'un côté, une vision stricte, presque romantique de la loyauté nationale, où le premier choix est le seul qui compte, et de l'autre, une approche bien plus pragmatique, plus moderne, qui embrasse la complexité des identités binationales, qui comprend les pressions du sport de haut niveau et qui croit en la rédemption, en la force du collectif. Et pour finir, je voudrais laisser une dernière pensée en suspens. Cette discussion sur le football, elle soulève une question qui nous dépasse tous, qui va bien au-delà du sport. Dans notre monde, où les identités sont de plus en plus multiples, où l'on est ici, on grandit là, on travaille ailleurs, est-ce que la notion d'allégeance nationale est quelque chose de figé dans le marbre, décidé une bonne fois pour toutes dans la jeunesse? Ou est-ce qu'on devrait la voir plutôt comme un cheminement, un parcours personnel qui inclut le droit de mûrir et peut-être le droit de changer d'avis?